People are always saying about the talk, and I talk, and I talk, and I talk, but guess fucking what? I back it up! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast La Sueur, preview de Deontay Wilder, Luis Ortiz avec Polydomso, toujours présent. Et donc, on va rentrer dans le vif du sujet, puisqu'on a fait une petite introduction il y a quelques jours sur les 4 fantastiques, enfin les 4 véritables poids lourds de la catégorie poids lourd. Et bien là, le premier choc, c'est samedi, dans la nuit du 3 au 4, donc, au Barclays Center. Deontay Wilder qui remet sa ceinture en jeu contre Luis Ortiz, 2 invaincus. Pas le combat le plus bankable des deux chocs, mais le plus indécis. Ouais, il y a une... Alors c'est marrant parce que paradoxalement, c'est peut-être pas le combat qui, on l'a déjà dit, tu vois, qui attire le plus le chaland. Pourtant, c'est peut-être le plus tendu des 4 oppositions, enfin des 2 oppositions plutôt. Parce que comme on se répète un petit peu, mais le Joseph Parker, Anthony Joshua, on est quasi sûr, tu vois, de l'issue. Tandis que Ortiz Wilder, c'est vraiment tricky et c'est, il y a peut-être une grosse surprise qui va se réaliser ce week-end. Une grosse surprise, et justement, premier point, j'ai envie de dire, et on en a parlé avant, mon cher Polydomso, c'est cette question de hype. Ne vous laissez pas berner par la hype. Parce qu'on a vu les résultats de notre petit sondage sur les réseaux sociaux, les gens donnent Wilder en grandissime favori, alors que c'est pas fait du tout. Ouais, mais alors on peut pas vraiment le en vouloir parce que c'est vrai que Wilder a fait pour le moment un sans faute, hein. Il est invaincu, il a 38 KO sur 39 combats, et puis il est mis en avant et médiatisé pour, donc en fait je comprends tout à fait pour quelqu'un qui suit la boxe un peu comme un spectateur passif, qui s'intéresse pas réellement, qui ne suit par exemple que la boxe contemporaine, c'est-à-dire qui ne regarde que ce qui se fait aujourd'hui, qui ne regarde pas les anciens combats, et qui ne va pas... Quand il regarde un combat, il regarde juste le côté entertainment du truc et pas vraiment le côté technique et tout. C'est vrai que pour lui, Wilder est gagnant à 100%, et ça, je le comprends. Après, pour celui qui s'intéresse un peu plus à la technique de boxe, c'est pas joué du tout. C'est pas joué du tout parce que Ortiz est très dangereux. Donc voilà. Ortiz est effectivement très dangereux. Et donc là, on a 2 combattants vaincus. Donc comme tu l'as dit, Deontay Wilder, 39 combats, 39 victoires, 38 KO. De l'autre, Luis Ortiz, 28 combats, 28 victoires, 24 KO. Mais Alors, vas-y. 26 victoires, 2 ont été transformés en no contest. Ouais, tout à fait. Oui, effectivement, parce que notre cher Ortiz a tendance à prendre quelques produits interdits. Cependant, donc Ortiz, il n'y a pas forcément ce pouvoir de KO qui peut effrayer et qui affole les foules, hormis cette fameuse gauche. En fait, je pense que le truc, c'est que c'est pas mis en avant, mais Ortiz pourtant a énormément de KO. Je crois qu'il en a 22 sur 26, je crois. Même si on compte 24, 24. Les deux. C'est-à-dire les 2 combats qui ont été overturned, ils étaient terminés par KO. En fait, Ortiz, peut-être la différence, c'est qu'il y a peut-être moins le côté aléatoire. En fait, je pense que ce qui est terrifiant chez Wilder, c'est qu'il peut te mettre KO avec à peu près n'importe quel coup. Tandis que Ortiz, en fait, c'est un pattern qu'il répète à chaque fois. Quand il met KO quelqu'un, c'est à peu près tout le temps de la même manière. En fait, il le pousse à la faute, il le sèche. Alors soit ça marche d'un coup, tu vois, soit il le sèche en contre, comme son dernier combat contre Daniel Martz. Soit en fait il va le sonner et puis il va le finir après coup, tu vois. Mais c'est quasiment tout le temps la même construction, et c'est vrai qu'en fait c'est peut-être moins effrayant qu'un Wilder qui est capable de, par exemple un combat comme ça où on voit pas venir le KO, c'est contre Spilka. Wilder était plus ou moins en train de pas perdre le combat, mais disons que c'était disputé, et puis d'un coup il va sortir un contre que personne ne voit venir, et donc c'est peut-être ça qui est terrifiant chez Wilder en fait. Mais, et on a parlé des bilans, les 2 sont invaincus, mais moi je peux pas m'empêcher, quand je regarde les gars qu'ils ont battus, c'est quand même de la seconde zone, du second rang. Par exemple, Wilder, tout le monde dit ouais, son combat contre Steven, c'est sa victoire la plus impressionnante, contre le gars qui l'avait amené à la décision, Steven qui avait pas combattu depuis 2 piges, et Ortiz qui, pour moi, son dernier c'était contre Brian Jennings, qui était vraiment le combattant de calibre qu'il avait affronté, c'était il y a quand même 3 ans. Ortiz, les trois combattants qu'il a battus qui sont vraiment notables, hein, on peut dire, c'est Jennings, Malik Scott aussi, et comment il s'appelle, Coyote. C'est les trois mecs, on va dire, relativement vraiment
d'un bon niveau. Et ça remonte à plus de 3 ans, en fait, chacun. Mais le même bilan peut être fait à propos de Wilder, parce qu'en fait, les deux personnes vraiment que Wilder a vaincu qui étaient bons, c'était Duhaupas et Takam. Takam, non, je dis une connerie. Il a pas combattu, non. C'est Duhaupas et Szpilka. Oui. Duhaupas et Szpilka. Et donc, du coup... 2016, 2015-2016. En fait. Ouais, bah oui, c'est à 2 ans. Donc en fait, on peut pas dire que leur opposition soit vraiment valable tous les deux. C'est pas comme. On a l'impression qu'on favorise Joshua chez la sueur. C'est pas qu'on favorise Joshua, c'est juste que Joshua, pour le moment, il a combattu l'opposition la plus élevée en fait. Des 4 prétendants, le fait d'avoir combattu Klitschko, ça le qualifie au-delà en fait. Et le délire de Klitschko de 41 ans, on est d'accord que ça, pour moi, on peut pas dire ça, parce que 41 ans, il a certes 41 ans, mais il sortait d'une défaite contre Tyson Fury, le très très grand Tyson Fury, et il montrait aucun signe de déclin. Non, puis, enfin, c'est la boxe poids lourd, quoi. Il y a des gens qui peuvent rester performants sur le tard. Et en fait, je pense que Klitschko s'est un peu bonifié comme du bon vin, si j'ose dire, parce que quand il était jeune, quand tu regardes en fait ses combats quand il était jeune, il n'était pas aussi redoutable qu'il était quand il était plus aguerri, en fait, si j'ose dire. Et, il a peut-être perdu en capacité athlétique, mais il a gagné en savoir-faire. Et en fait, ce qui fait la force de Klitschko, c'est son savoir-faire. C'est cette capacité, par exemple, à clincher, à exploser hors du clinch, à gérer son combat. Donc en fait, la critique de dire 41 ans, elle n'est pas valide, parce que même s'il est moindre sur le point de vue physique, il était plus aguerri en termes d'expérience. Et donc on va poursuivre avec, maintenant qu'on a passé un peu en revue les adversaires, donc le point de vue un petit peu technique. On l'avait dit dans notre première brève introduction, mais niveau technique, niveau boxeur pur, Ortiz est plus fort, mais il y a beaucoup d'interrogations, les gens se posent sur son physique. On va répondre aux questions en même temps que les gens nous ont posées. La plupart, c'est Ortiz a-t-il encore la force à 38 ans de résister aux multiples assauts d'un mec au sommet de son art, au sommet de sa forme? Pour moi, en fait, c'est vraiment la question en fait, ce qui détermine vraiment en fait cette opposition, c'est cette question-là. Parce que je pense que si Ortiz arrive au mieux de sa forme, comme il y a quelques années, on va dire comme le combat qu'il a fait contre Jennings contre Jennings, je pense qu'en fait, il n'y a même pas vraiment de sujet. Il bat Wilder, en fait. C'est évident, à mon sens, et c'est évident à tous ceux qui s'y connaissent un petit peu en boxe, en fait. La question, c'est qu'en fait, il a ralenti. On le voit sur ses derniers combats. Il est en train de décliner. Physiquement, c'est notable. Il est dominant. C'est un peu bizarre de dire ça d'un mec qui a gagné tous ses combats. Il est beaucoup moins rapide. Il est moins rapide, il a moins de phases de mouvement. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu regardes les combats d'il y a quelques années d'Ortiz, il est constamment en mouvement. Tu sais, en in et out. Il rebondit quasiment tout le temps en ligne. Un peu à la cubaine, tu vois. C'est très, très, très caractéristique, ça, comme mouvement. Alors que là, il prend des temps de pause de plus en plus longs, en fait, où il va temporiser, en fait, gérer, en fait, son inaction, en fait. C'est parce qu'en fait, il est très bon dans son savoir-faire, parce qu'il sait qu'il est moins apte à bouger comme ça, comme avant. Et donc, en fait, effectivement, là, c'est un peu une course contre la montre pour Ortiz, parce qu'il est de moins en moins performant de combat en combat. Et il combat de moins en moins souvent aussi. Et donc, je pense qu'en fait, c'est une question que personne n'est capable d'y répondre. Là, pour le coup... Mais est-ce que sur la durée, ça peut jouer aussi? Parce qu'on sait que Wilder sera hyper agressif dès le début. Il est très dangereux au début des combats. Et est-ce que ça pourrait être éventuellement un espèce de game plan d'Ortiz de se préserver plus ou moins au début du combat pour essayer justement de réussir à prendre Wilder à partir du 6e round, par exemple? Moi, je pense que Ortiz a tout intérêt à faire ça. Le truc, c'est qu'il a aussi tout intérêt en fait à exploser au premier round. C'est-à-dire, Ortiz, son style, c'est un counter-puncher. En fait. C'est vraiment un contreur. Et là où Wilder est peut-être le plus efficace, mais aussi le plus vulnérable, c'est quand il explose et qu'il ne se protège pas. En fait. Donc, si Wilder explose dans le premier round comme il a l'habitude de le faire, il s'expose en fait au contre de Ortiz au moment où Ortiz est le plus efficace, c'est-à-dire au début du combat. Je pense en fait tous les deux ont le même problème, c'est-à-dire Wilder aussi a tendance à ralentir considérablement en milieu de combat, puis après il fait des sauts d'énergie, c'est-à-dire il accélère sur certaines phases pour gagner un round ou pour finir le combat, tu vois. Mais les deux on va avoir le même problème, c'est que passer les 3-4 premiers rounds, ils vont considérablement ralentir leur rythme. Et après,
toute la question est de savoir qui ça va pénaliser le plus, en fait, des deux. Et ça, c'est très compliqué d'y répondre. Je pense, en fait, que d'un point de vue, ce serait risqué pour Ortiz de jouer la montre, parce que, comme on l'a dit, il ne peut pas se permettre d'aller à la décision. Et je pense que si Ortiz doit chercher le KO de Wilder, c'est-à-dire doit chercher Wilder, si Wilder est inactif et ne rentre pas dans son jeu de contre, et que Ortiz doit déclencher le KO en mode purement offensif, il aura toutes les peines du monde à le faire. En fait, Ortiz aura capacité à mettre KO Wilder si Wilder vient à lui, en fait. Si c'est Ortiz qui doit chercher, c'est plus compliqué. Je suis entièrement d'accord avec toi, mais j'ai beaucoup de mal à imaginer un Wilder être stratège sur le combat et se dire je vais éventuellement gérer, c'est ça, parce que c'est vrai, on l'avait dit dans la précédente vidéo, là on le redit, c'est à New York, Wilder a tout intérêt à gagner financièrement pour l'organisation, pour la boxe, pour la ceinture tout simplement, et donc vraisemblablement, à moins que ce soit un combat complètement one-sided, la décision n'ira qu'en faveur de Deontay Wilder. Ouais, on est d'accord là-dessus. Mais c'est vrai que moi je te rejoins, Wilder c'est pas quelqu'un qui... C'est pas un calculateur, c'est pas un stratège de la boxe, hein. Ça c'est clair. Il a pas eu besoin, il a eu 38 KO, tu vois. Il a pas besoin il a jamais appris en fait à gérer un combat au round par round, en fait, à gagner des rounds, à gagner des points. C'est tout l'opposé d'un mec comme Floyd Mayweather qui va savoir quand accélérer, quand ne pas accélérer, tu vois. C'est vraiment complètement différent. Et donc je pense qu'il n'en est pas capable aussi, ce qui rend le combat très intéressant. Ouais. C'est en fait, effectivement, Wilder aurait une route toute tracée, je vais donner ça pour ceux qui aiment bien Wilder, Wilder aurait une route toute tracée pour la victoire, ce serait en fait d'être quasiment inactif dans les 3-4 premiers rounds, un peu comme ce qu'a fait Malik Scott. Regardez le combat contre Malik Scott, parce que Malik Scott a perdu contre Luis Ortiz, mais il n'a jamais été vraiment en danger en fait. Il a toujours un peu temporisé, il n'est jamais rentré vraiment dans le jeu d'Ortiz, et Ortiz a été incapable de le terminer en fait. Et c'est pareil pour Wilder, sauf que Wilder se réserverait en fait le milieu de combat et la fin de combat pour faire des explosions successives. Moi, c'est ça en fait pour moi la route de victoire de Wilder. Le problème, c'est que Wilder n'est pas capable de le faire. Alors toute la question, enfin pas capable, il l'a pas montré, il l'a pas montré jusqu'à maintenant. Exactement. Après, je pense que peut-être son corner et les gens de son équipe lui diront peut-être de faire ça. Mais bon, on verra quoi. Enfin... Quelques petits doutes là-dessus. Est-ce que le pronostic de Deontay Wilder qui est je vais finir Luis Ortiz en 3 rounds, est-ce que c'est du trash talk? Évidemment un peu de trash talk, mais est-ce que c'est vraiment un objectif personnel ou tu penses que là c'est uniquement du bluff? Moi je pense qu'il faut vendre le combat. Hein. Pour le coup c'est juste de la com. Si c'est pas de la com, je pense que Wilder fait le mauvais choix, mais ça c'est ma façon de voir le combat. Je pense qu'en fait la recette du désastre pour Wilder, c'est de foncer tête baissée dans les 3 ou 4 premiers rounds. Les gens s'en rendent pas compte, les gens ont tendance à penser le problème de manière inverse, c'est de se dire Wilder est dangereux sur les 4 premiers rounds. Mais en fait, c'est Ortiz qui est 2 fois plus dangereux sur les 4 premiers rounds, surtout si Wilder est agressif contre lui en fait. Le problème c'est surtout que la plupart des gens ont uniquement vu les combats de Wilder, donc forcément on se dit faut qu'il soit agressif au début. Mais même, attends, moi je suis étonné, je regardais les pronostics des pros. La plupart des pros donnent Wilder gagnant, même des gens qui ont, par exemple, un mec comme David Haye qui a tourné quand même plutôt avec Wilder et qui est bien placé pour connaître les failles en fait de Wilder. Il donne Wilder gagnant, ce qui est quand même assez étonnant. Alors, est-ce que c'est de la com, est-ce que c'est pour se renvoyer l'ascenseur, j'en sais rien, mais c'est assez étonnant parce que Ortiz, encore une fois, il faut le voir pour le croire, franchement. Je ne saurais conseiller parce que je ne pourrais pas transmettre en fait la qualité d'Ortiz juste avec mes mots, hein, je suis pas un sorcier. Il faut que vous regardiez comment il combat parce que c'est assez étonnant en fait. Enfin, pour un poids lourd, c'est assez étonnant. Ça fait longtemps que j'ai pas vu ça. Oh. Deuxième question, toujours Théo. Merci Théo pour ces questions exceptionnelles. D'habitude, tous les adversaires d'Ortiz sont effrayés après quelques minutes de combat face à lui, en raison de son talent et de ses contres exceptionnels. Et du fait de cette peur, Ortiz est toujours en mesure d'instaurer sa boxe et de trouver au final une brèche dans la défense de ses adversaires. Or ici, Wilder n'a peur de rien, sa boxe en est la preuve. Du coup, Ortiz risque d'être moins serein qu'à son habitude, selon moi. Est-ce que ça pourrait être un facteur déterminant? Moi je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Théo, dans le sens où une grande partie du jeu d'Ortiz c'est de créer ce doute en fait chez l'adversaire en fait par ses contres. Le truc c'est qu'on peut en fait, ce que vient de dire Théo à propos d'Ortiz qui est pas habitué à combattre des gens qui n'ont pas peur,
il peut être dit exactement la même chose pour Wilder. C'est-à-dire Wilder n'est pas habitué à rencontrer des gens qui ont du sang-froid, qui ne faiblissent pas sous l'agression et qui sont capables de contrer en fait. Il en a rencontré des gens qui étaient durs au mal, je pense notamment à Duopa ou même à Spilka, je reviens tout le temps avec ce putain de combat. Regardez-le parce qu'il est intéressant, mais je reviens souvent sur ce combat. Et en fait, ces gens-là étaient durs. Ils n'ont pas faibli face à Wilder, mais ils n'avaient pas les capacités pour exploiter en fait les failles de Wilder. Le truc, c'est que Ortiz, en fait, comme il sait très bien contrer et qu'en plus de ça, il est relativement solide mentalement et dur mentalement, je pense qu'il sera moins apte à faiblir en fait sous l'agression de Wilder que Wilder sera apte à faiblir sous les contres d'Ortiz en fait. Mais ça, encore une fois, c'est purement mon analyse et mon ressenti parce que là, c'est un peu faire des plans sur la comète parce que il n'y a aucun moyen de savoir qui va craquer le premier mentalement. Ça, c'est pas possible. En fait, les deux n'ont jamais connu vraiment l'adversité, donc je peux pas savoir qui va faiblir. Mon petit doigt me dit que c'est Wilder qui va faiblir avant parce que entièrement d'accord. Parce que Ortiz, en plus de ça, même s'il n'a pas connu la difficulté sur ses 28 combats professionnels, il a quand même plus de 300 combats amateurs. Donc je pense qu'en termes d'expérience, de difficulté, tout ça, il est plus armé en fait que Wilder. Surtout qu'Ortiz ne joue... Enfin, Ortiz, c'est pas qu'il joue rien, mais je veux dire, il a attendu, c'est ça, 8 piges pour avoir son premier combat pour la ceinture. Là, c'est son premier title fight. Il a 38 ans, donc vraisemblablement, s'il perd, il en aura plus. Personne ne l'attend. C'est le B-side sur le combat. En soi, lui, si le combat dure ou qu'il voit qu'il est en train de perdre, il n'y aura pas du tout ce côté mon Dieu, ma carrière est en train de passer devant moi. Clairement, lui... non, c'est clair. Ça va. Donc... Non, ouais, après, ouais. Non, c'est bon, c'est juste que psychologiquement, on peut jamais dire. Enfin, oui. C'est la grosse inconnue, mais on va voir. Et donc là, maintenant, physiquement, la forme du moment. On sait qu'Ortiz a eu des petits problèmes de dopage ces derniers temps, mais sur les photos qu'on a vues, il a l'air d'être vraiment dans la forme de sa vie. Son coach a dit qu'il allait perdre du poids pour ce combat-là. Wilder, on le connaît, c'est un véritable athlète, dans le sens, vraiment, le mec s'entraîne, c'est un sportif avant d'être un boxeur. Et on peut parler aussi des qualités athlétiques des deux. On en avait parlé un petit peu lors de la première vidéo. C'est vrai, pour une fois, pour la première fois, Wilder se retrouve avec quelqu'un qui a une allonge plus grande que lui. Que la sienne, pardon. Ouais, alors j'émettrais juste une petite réserve. C'est vrai qu'en termes d'allonge pure, Ortiz est plus grand que... Enfin, il a une meilleure allonge, plus grande allonge que Wilder. Néanmoins, Wilder étant plus grand, ça joue aussi, en fait. C'est-à-dire, peut-être qu'en fait, l'allonge totale, si tu mets sa taille plus son allonge, l'allonge de Wilder sera supérieure. Mais c'est vrai que Wilder n'a jamais eu... Et une des raisons pour lesquelles en fait ces failles défensives n'ont jamais été exploitées, c'est parce qu'il a toujours combattu des gens qui étaient nettement plus petits et qui n'avaient pas une telle allonge pour exploiter en fait, notamment en contre en fait, ces failles défensives. Parce qu'en fait effectivement quand tu agresses quelqu'un et que tu es au bout de ta propre distance et que le mec fait 2 fois moins ta taille, il sera incapable de, à moins d'être Mike Tyson et de savoir en fait tu vas défendre et rentrer en même temps, ce que la plupart des boxeurs sont incapables de faire aujourd'hui. Personne va exploiter en fait tes failles défensives. Le truc c'est que je pense que Wilder et Ortiz pourront se toucher mutuellement pendant ce combat en fait. En termes juste d'allonge, les deux pourront se toucher quoi. Ça c'est clair. Mais alors, est-ce que ça va jouer? Est-ce que la fameuse défense de striking de notre cher Wilder va être mise à mal? Parce que ça aussi, c'est quand même assez frappant. On ne voit pas beaucoup de commentaires là-dessus, pas beaucoup de questions là-dessus, sur cette fameuse défense de Wilder. Parce qu'en fait, je dirais que les gens n'ont pas su vraiment l'exploiter dans la carrière pro de Wilder, donc la plupart des observateurs font comme si ce n'était pas vraiment un problème, alors qu'en fait c'est un problème, c'est un énorme problème. La défense de Wilder est, je pense, parcellaire, au mieux on peut dire ça, catastrophique, au pire ça dépend de comment on voit les choses. Et les gens ne... Ouais, parce que je pense qu'en fait le truc c'est qu'il a été rarement touché, rarement... Tu vois, quand tout va bien, tu vois, enfin genre... et le truc c'est que les observateurs n'attirent pas trop l'attention là-dessus, parce qu'ils n'ont pas eu vraiment l'occasion, ils n'ont pas de grain à moudre là-dessus en fait. Mais néanmoins, quand on est observateur, quand on observe ces combats, on se rend compte que les bains sont souvent basses, que... Oh, damn.
Lost him. Bah, ce que je disais juste, c'est que en fait, le truc, c'est que en fait, Wilder, le truc, c'est qu'il n'a pas été puni pendant sa carrière trop violemment par ses adversaires qui n'ont pas su exploiter véritablement sa chance parcellaire. Donc, je pense que c'est pour ça que les observateurs, en fait, et les commentateurs de ce match ne mettent pas vraiment l'accent sur le niveau médiocre de défense de Wilder. Mais c'est un problème qui est bel et bien existant. C'est pas parce que personne l'a exploité que ce n'est pas exploitable, en fait. Et Ortiz il peut est le plus apte, je pense, à exploiter. Ouais, il peut carrément l'exploiter. Ça, c'est certain. Alors... Tandis que parallèlement, Ortiz a une bonne défense. Et est-ce que Ortiz, donc là, voilà, la défense de striking de notre cher Wilder, de l'autre côté, Ortiz, c'est vrai que ça, par contre, on en parle un peu plus du fait que Ortiz, donc southpaw, mais qui n'utiliserait que sa fameuse main gauche. Alors qu'en soi, on sait bien que la droite, il s'en sert pour faire des diversions. On en avait parlé dans la précédente vidéo. Est-ce que Wilder peut neutraliser cette fameuse gauche? Alors, moi, ça me fait toujours un peu marrer les gens qui disent il n'a que sa gauche, il n'a que son droit, il n'a que... En fait, ça fonctionne pas comme ça. C'est tout un jeu qui fonctionne comme ça. C'est-à-dire, évidemment, l'estocade, si j'ose dire, que porte Ortiz, c'est sa gauche. Mais il a tout un jeu de construction, en fait, de comment placer cette gauche qui est vraiment... Enfin, tu peux pas dissocier l'un et l'autre, tu peux pas dire il a que sa gauche et le reste n'existe pas. Il a un des meilleurs jabs du jeu et il a une des meilleures variations de jab du jeu. Il sait tout faire avec son jab, en fait. Il sait stopper un adversaire en explosant sur son jab avec assez de puissance. Il sait aussi prendre la mesure et avec un jab en pity-patty punch, c'est-à-dire en fait on touche plusieurs fois l'adversaire en doublant, triplant, quadruplant jab pour exploser sur un moment. Il sait combattre la main avant de son adversaire. Il sait faire tout ce jeu, toutes ces variations différentes pour pousser l'adversaire à déclencher soit son bras arrière, soit à esquiver. Et en fait, au moment où son adversaire va soit déclencher son bras arrière, il va esquiver et placer sa gauche, soit lorsque l'adversaire va commencer à faire des bob and weave, c'est-à-dire à faire des mouvements de tête pour éviter, il va passer à un uppercut du bras arrière ou un crochet du bras arrière. Toujours est-il pour dire que, en fait, enfin, tout ça pour dire, plutôt, que c'est une construction, on ne peut pas dissocier l'un. Et je ne pense pas que et pour en fait répondre à la question, je ne pense pas qu'on puisse neutraliser juste sa gauche. C'est pas possible. C'est prendre le problème à l'envers. Il faut neutraliser tout son jeu. Si tu veux neutraliser sa gauche, il faut neutraliser son jab. Et en fait, je pense que la plupart des adversaires font cette erreur-là, c'est qu'ils se disent « Oh putain, il y a sa gauche, faut pas que je fasse d'erreur, faut pas que je fasse d'erreur ». Et ils se prennent une quinzaine de jabs avant de réagir, et puis après ils oublient, ils réagissent et ils se font toucher par la gauche. En fait, la gauche n'est que l'aboutissement de tout un travail. Si tu veux détruire l'aboutissement, il faut détruire tout le travail en fait en amont. Voilà. Donc voilà. Donc pourra-t-il détruire tout le travail en amont? Est-ce que les mouvements de Wilder si particuliers réussiront à déstabiliser notre cher Ortiz? Parce que c'est vrai que ça, on l'a vu, Wilder, il se déplace énormément et il se déplace de manière, enfin, de temps en temps, on dirait un joueur de basketball. Quand il fait ses doubles pas, c'est complètement déstabilisant pour l'adversaire. Tout à fait, il y a une vraie inconnue là aussi, c'est de savoir si la boxe qui est académique en fait d'Ortiz, enfin si Ortiz avec sa boxe académique plutôt, est capable en fait de s'adapter aux mouvements non conventionnels en fait de Wilder, pour ne pas dire autre chose. Et en fait, là pour le coup, il y a une véritable inconnue parce que ça dépend de la mentalité en fait du boxeur. Il y a des boxeurs qui vont s'effondrer en fait devant ce type de mouvement parce qu'ils n'ont jamais rencontré ça à l'entraînement, en sparring, ils n'ont jamais vu et en fait ils n'ont pas cette capacité d'adaptation et de ressources mentales pour se dire bon bah je vais passer outre ce côté un peu non conventionnel, je vais rester avec mon jeu et je vais le marquer quand il fera des erreurs parce qu'il fait des erreurs. Et il y a beaucoup de boxeurs qui se recroquevillent en fait sur leur technique quand ils sont confrontés à cette étrangeté en fait. Moi personnellement, si on me demande mon avis, je pense qu'Ortiz il a cet énorme avantage d'avoir combattu énormément en amateur et d'avoir rencontré beaucoup de gens avec des styles très différents. Est-ce qu'il a rencontré quelqu'un avec le style Wilder? Ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, il a été capable de s'adapter parce qu'en fait, la boxe amateur, c'est 3 rounds, 6 rounds. Donc en fait, tu n'as pas de temps à perdre. Tu dois tout de suite t'adapter à ton adversaire et s'il a un style vraiment étrange. Et Dieu sait qu'il y en a beaucoup en amateur qui ont des styles vraiment étranges, qui ne peuvent pas transcrire en professionnel parce que c'est pas possible, mais ils peuvent le faire sur 3 ou 6 rounds. Eh bien, s'il a réussi à avoir autant de victoires en amateur, c'est qu'il était capable de s'adapter à des adversaires qui avaient un style vraiment particulier. Donc je pense qu'il y aura peut-être un moment de flottement au début,
peut-être sur les premières secondes, peut-être minutes du premier round. Et s'il arrive à ne pas être déstabilisé par ça, Ortiz sera capable de s'adapter, en fait. Je pense, en fait, si on garde un bon jab, si on garde de bons fondamentaux et un bon footwork, on peut dépasser, en fait, ce côté non conventionnel. Oui, va falloir toute la question est qu'il reste clairement dans ses plans, dans ses gonds, et qu'il ne cède pas finalement à notre cher Wilder, si déstabilisant. Place au pronostic. Le pronostic a-t-il changé par rapport à la dernière vidéo? La vidéo, rappelons-le, nous étions d'accord, nous étions partis sur un KO de Luis Ortiz. Ouais, moi je reste là-dessus, je pense peut-être 5e ou 6e round KO. Ouais, je dis aussi KO Ortiz 7e round. Je pense qu'il va frustrer Wilder et qu'il y a un moment donné, Wilder sera crevé et ça va, les fondamentaux vont finalement le dépasser. Je pense que vraiment Ortiz va rester extrêmement discipliné dans sa boxe tout au long du combat. Enfin, le temps que le combat va durer. Bien? Tout à fait, ouais. Je pense à part accident. Ouais. À part accident, vas-y. À part accident, c'est-à-dire à part parce qu'il y a toujours une inconnue sur les capacités athlétiques de Wilder, sur cette capacité d'exploser notamment en bras arrière. À part ça, je vois pas d'autre issue en fait. Donc voilà, c'était pour conclure sur... Réponse dans la nuit de samedi à dimanche, à partir de 3h du matin, sur Beansport en France ou sur de sombres sites en streaming. On passe maintenant à l'UFC, à la rumeur Brock Lesnar. Alors, Brock Lesnar à l'UFC. Brock Lesnar qui arrive à la fin de son contrat à la WWE, 40 ans passés. On l'avait vu il y a 2 ans à l'UFC 200 avec une victoire par décision unanime contre Mark Hunt, un des meilleurs poids lourds, qui avait depuis été retransformé en no contest, suite au contrôle positif aux surprises de Brock Lesnar. Qu'est-ce que t'en penses? Bah moi j'en pense que ça doit vraiment sentir le roussis pour l'année 2018 pour l'UFC pour qu'il fasse miroiter Brock Lesnar, parce que Brock Lesnar c'est un peu le Joker quand on a une année de merde à l'UFC. on fait ramener en fait. Il faut rendre à César ce qui est à César. C'est vrai que Brock Lesnar il est capable d'assurer en fait un certain nombre de pay-per-view. Ouais. Et comme en fait l'UFC n'est garanti de rien sur le retour de Conor McGregor, sur l'éventuel super match avec Georges Saint-Pierre et sur peut-être le retour de John Jones, ils sont en train de se blinder et de faire courir un bruit sur Brock Lesnar pour se garantir une superstar, en tout cas pour l'année 2018. Ça, c'est mon point de vue. Et ce qui est impressionnant, moi je trouve quand même avec Brock Lesnar, c'est que certes, il est chargé, mais il reste compétitif. C'est pas un combat, je veux dire, le retour de Brock Lesnar, on peut très bien en parler sportivement, dire ça fait sens. Un mec comme CM Punk, Floyd Mayweather, c'est uniquement pour faire de l'argent et au contraire ça nuit à l'UFC. Brock Lesnar quand il revient, on l'avait vu contre Mark Hunt, il est toujours présent. Avec un bon match-up. Ouais, non, c'est clair. Je pense qu'en fait, il y a certains match-ups qui sont à exclure en fait avec Brock Lesnar, mais l'UFC n'est pas stupide et ne va pas le balancer contre un Stipe ou contre un Kane ou contre encore un Alistair Overeem. Ouais. Parce qu'en fait, il y a des match-ups qui fonctionneraient pas du tout, je pense, avec Brock Lesnar. Mais certains types de combattants, un peu limités dans leur jeu comme Mark Hunt, font de belles proies en fait pour le jeu de Brock Lesnar. De belles proies. Et ce qui se dit un petit peu en coulisses, c'est que John Jones, donc, qui a eu là son audition, qui devrait éventuellement revenir à la fin de l'année ou début 2019, l'objectif ce serait de faire un John Jones Brock Lesnar pour 2019, parce que rappelons-le, Brock Lesnar, puisqu'il a déjà été suspendu, il devrait avoir peut-être 6 mois avec l'USADA, histoire qu'il voit qu'il n'est pas chargé. Toi, est-ce que tu penses que sportivement ce serait intéressant? Et est-ce que John Jones pourrait l'emporter face à la montagne Lesnar? C'est un match qui, je pense, est très intéressant d'un point de vue technique, sportif, même. Parce qu'en fait, c'est la question à laquelle tout le monde se pose à propos de John Jones. Est-ce qu'il est capable de faire face au spécimen physique qu'il y a en heavyweight? Ouais. Parce que même si Jones cut beaucoup de poids pour être en light heavyweight, il a quand même une frame, une ossature et même une structure qui n'est pas celle des behemoths qu'on peut rencontrer en fait en heavyweight. Et qui mieux que ça que Brock Lesnar? Avec l'avantage en plus que Brock Lesnar ne peut pas vraiment mettre KO. J'imagine mal Brock Lesnar mettre KO John Jones. Ouais. Donc en fait, même si John Jones
perd contre Brock Lesnar, ce sera une défaite un peu en décision et tout, qui ne nuirait pas trop à l'image de marque de John Jones. Donc c'est pour ça que c'est intéressant. Et moi, je pense personnellement, je suis un énorme fan de John Jones et je pense que John Jones peut battre tout le monde, objectivement. Enfin, s'il prend un bon plan, s'il fait pas d'erreur, c'est cette capacité qu'a John Jones en fait de ne pas laisser d'options à son adversaire. C'est ça qui est fascinant avec John Jones, c'est qu'il combat toujours son combat. Il laisse jamais l'adversaire combattre son combat. Et quand l'adversaire prend un petit peu la mesure de John Jones et s'adapte un petit peu, il change, il varie, il est capable en fait d'avoir un jeu radicalement différent d'un round à l'autre. Et c'est unique en fait. Enfin, moi, j'ai pas mémoire de combattants qui soient capables de faire ça. Même Demetrius Johnson, même Flair, même tous ces gens-là, ils ont été capables d'imposer leur jeu et personne n'était capable en fait au mieux à leur meilleur d'opposer quelque chose contre leur jeu. Mais John Jones, même quand il n'arrive pas à opposer son jeu, il varie et en fait il change et il arrive à retourner la situation. Et ça c'est incroyable à voir. Donc je pense qu'en fait contre un Brock Lesnar, il aurait largement ses chances. Effectivement, de toute façon, on avait vu même Brock Lesnar face au spécimen un peu plus petit, il avait un petit peu de mal, on pense notamment à Cain Velasquez, mais là c'est une question un peu plus globale. Comment ça se fait que les fans de MMA n'en ont absolument rien à foutre des combattants qui sont contrôlés positifs? Parce qu'il y a toujours autant d'amour pour Brock Lesnar et toujours autant d'amour pour John Jones malgré son audition qui a été plus ou moins désastreuse de son côté. Ouais, c'était assez drôle, j'ai bien rigolé, il me fait bien marrer John Jones, enfin, il est quand même assez... On est passé de je savais pas à peut-être mon équipe ne savait pas, enfin c'est assez intéressant. Donc non, moi j'aime bien personnellement John Jones, c'est bien, il assure le côté divertissant à chaque fois. Moi je pense qu'en fait c'est complètement injuste et biaisé, mais c'est la vie. C'est-à-dire en fait Brock Lesnar était une star avant d'arriver à l'UFC, c'est pour ça que c'est une star à l'UFC. Il faut pas nier en fait son impact culturel aux États-Unis. Un des trucs qu'on a un peu de mal à se figurer, mais la WWE, nous ça paraît un peu c'est du folklore pour nous. En fait, on comprend pas trop ça, mais aux États-Unis c'est un truc massif, c'est énorme, tu vois. Et donc quand Brock Lesnar arrive avec toute cette fame derrière lui, bah tu peux pas le nier, tu peux pas l'écarter en disant ouais mais c'est un tricheur et tout. Non, on s'en tape de ça, c'est accessoire. Pour John Jones, je dirais que le pire ayant été fait, c'est-à-dire il a quand même renversé une femme enceinte et il s'est barré pour revenir ensuite pour récupérer des chips et se rebarrer. Enfin, quand même, la légende. Faudrait vraiment qu'il appuie vraiment encore plus dans le délire pour que les gens commencent à le détester. En fait. Là, en fait, il y a un socle de fans qui est tellement fidèle à John Jones malgré toutes ses incartades qu'il faudrait vraiment qu'il soit surshooté, qu'il viole des gamins. Enfin, je sais pas, qu'il fasse quelque chose de très très grave pour que les gens arrêtent de l'apprécier en fait. Enfin, donc voilà. Et moi-même en fait c'est pareil parce que John Jones, moi je lui pardonne énormément parce que même s'il se drogue, j'arrive à savoir en fait que c'est pas seulement parce qu'il se drogue qu'il est bon. Oui, mais oui, parce évidemment il s'agit et c'est technique aussi. Et puis dans la cage, c'est vrai c'est impressionnant. C'est impressionnant et c'est même unique. Parce que c'est vrai que John Jones, il y a quand même eu un contrôle positif pour cocaïne, le fameux délit de fuite sur la femme enceinte, et les 2 derniers contrôles antidopage positifs. Ouais, sans oublier, nous on n'est pas forcément au fait de ces choses-là, mais tous les petites incartades qu'il a fait, par exemple sur Twitter, où il se foutait de la gueule des gens qui se plaignaient parce qu'il trichait avec ses iPods et tout. Enfin, il y a eu une période, tous les 3 mois, il y avait il y avait un drama avec John Jones. Et je pense qu'en fait, aujourd'hui, maintenant, on est habitué, c'est John Jones, quoi, c'est son style. Un peu comme Mike Tyson, à la limite, je pense. Mike Tyson, même s'il n'a pas été convaincu de doping et tout, mais c'est quand même un mec qui avait un énorme passif, et les gens l'appréciaient quand même toujours autant, quoi. Donc c'est comme ça, quoi. Il a parlé. Bien, donc reviendront pas, reviendez pas. On verra bientôt. Réponse dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Merci, Polydamas. On se retrouve très vite pour l'énorme Anthony Joshua, Joseph Parker. À la prochaine. Allez, salut! People are always saying about the talk, and I talk, and I talk, and I talk, but guess fucking what? I back it up!